Je suis très heureuse de vous accueillir du coup pour cette seconde table ronde de Forward autour du développement personnel. J'ai le plaisir d'accueillir Sarah et Jordan. Bonjour, vous allez bien ? Super. Super, impeccable. Et Jordan, pour l'instant, tu n'as pas encore de micro, mais on sent que tu as la patate. Il va super bien aussi, grave. il me l'a dit juste avant. Super. Donc Sarah, tu es DRH de Conto, la néobanque qui facilite la vie de tous les entrepreneurs. Tu es à la tête aujourd'hui d'une équipe de 70 personnes au sein des 1100 collaborateurs que compte Conto. Est-ce que j'ai fait une erreur ? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Je n'oserais absolument pas te reprendre. Non, c'était parfait. Alors moi, j'ajoute quand même qu'ils font quand même partie des Next 40 aussi. Voilà, c'est quand même à mentionner. Et à tes côtés, j'ai le plaisir d'accueillir Jordan. Jordan, tu es Talent Development Director de Doctolib. Est-ce qu'on se permet encore de présenter Doctolib ? À moi de voir, ok. En tout cas, juste vous dire que moi, je suis une utilisatrice convaincue. Aujourd'hui, Doctolib, c'est 2800 collaborateurs. Clairement des enjeux qui sont ceux en fait de la grande entreprise que vous êtes aujourd'hui, même si pour certains vous connaissent encore comme une start-up. Aujourd'hui, tu me confirmes que vous êtes bien structuré comme une grande entreprise. À voir. Ok, et bien sûr. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour un sujet crucial, le sujet du développement personnel dans le cadre de l'entreprise. J'ai envie de dire, le sujet, en fait, on le sent, il est présent, il est sociétal. Aujourd'hui, on a des générations qui veulent en fait se sentir à leur place. Le sentiment de trouver sa place est devenu un prérequis. Et donc, on va voir comment dans l'entreprise, on peut passer d'une culture de l'évaluation, avec, on va dire, un peu ce rite annuel de l'évaluation, etc., vraiment à la culture du développement en continu dans l'entreprise. Juste pour vous rappeler, du coup, le format, là, on est parti pour une conversation de 45 minutes, et après, on aura 15 minutes de questions-réponses également à prendre dans le public et à prendre en ligne, tout à fait. Pour commencer, dans le vif du sujet, j'avais envie de t'interroger, Sarah, sur pourquoi est-ce que c'est si important que les entreprises s'emparent de ce sujet et accompagnent les collaborateurs à mieux se connaître ? Merci beaucoup déjà de m'accueillir. Ravie d'être là aujourd'hui avec vous pour apporter l'expérience Conto avec la plus grande humilité possible, parce qu'effectivement, on est une start-up qui a été créée il y a un peu plus de 6 ans. Donc, il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas encore. Mais en tout cas, c'est sûr que ce sujet est au cœur des préoccupations. J'aurais envie de dire pour démarrer que c'est vrai que on a effectivement plusieurs générations qui travaillent ensemble dans l'entreprise, mais disons que les nouvelles générations qui arrivent sont très très preneuses et très volontaires sur la dimension sens au travail, sens du business, impact en général, etc. Et du coup, notre rôle, évidemment, plutôt que de leur apporter tout sur un plateau, c'est de se dire, si vous avez envie d'avoir un impact concret, d'avoir du sens dans l'entreprise, dans la société, on peut mettre en place certaines choses pour que vous soyez vraiment actifs. Et pour ça, en fait, il va falloir aussi faire un effort sur bien se connaître, savoir quelle cause on veut défendre, pourquoi, comment, etc. Et donc, je peux prendre un exemple très concret, mais aujourd'hui, dans des projets un peu plus transverses, qui sont beaucoup moins traditionnels qu'auparavant, si par exemple un salarié vous dit voilà, moi je suis hyper investi sur les sujets de diversité et inclusion, je crois que c'était une partie de la thématique juste avant, nous typiquement on a mis en place ce qu'on appelle les ERG, donc les Employee Representative Group. C'est un mouvement qui vient des États-Unis, et l'idée c'est de dire ce n'est pas l'entreprise qui va résoudre et prendre en main tous les sujets. En revanche, si vous avez un sujet que vous avez envie de l'idée de manière autonome, on vous donne les moyens de le faire. Les moyens en termes de temps, en termes d'argent, etc., en termes d'accompagnement. Et donc, typiquement, chez Conto, sur ce sujet-là, il y a un groupe de personnes qui ont commencé à collaborer, qui ne font pas du tout partie de la même équipe et qui vont travailler sur les sujets là, en l'occurrence, le premier ERG, c'était sur la communauté LGBT, et qui vont mettre en place plusieurs actions en ce sens. Et donc, c'est un moyen à deux niveaux. Les personnes, donc d'un point de vue salarié, les gens se disent
c'est génial parce que je fais un truc différent qui a un impact, donc ça va vraiment dans le sens des besoins actuels. Et pour les entreprises, on a effectivement la naissance et la possibilité de proposer des nouvelles choses aux collaborateurs pour qu'eux-mêmes se développent de manière continue. Animer des conférences, prendre la parole, travailler sur un sujet qu'ils ne connaissaient pas, aligner des équipes qui travaillent initialement pas ensemble. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment bénéfique pour les deux parties. Je prends la suite. Merci Alice. Bonjour à tous, ravi aussi évidemment d'être avec vous. En préparation de l'intervention qu'on faisait tous les deux avec Sarah, j'ai voulu regarder quelques chiffres qui m'ont un peu foutu le bourdon, pour être honnête. Parce qu'une partie du job qu'on a avec Sarah, c'est de faire en sorte qu'une fois qu'on a réussi à attirer les gens, à les recruter dans nos organisations, ils restent, ils soient le plus heureux possible et le plus performants sur le long terme. Pour vous donner un petit ordre d'idée, chez Doctolib, la moyenne d'âge c'est à peu près 32 ans. Les gens restent en moyenne entre 2 ans et demi et 3 ans dans l'aventure, puisque ça fait plus de 10 ans maintenant que Doctolib a été créé. Et les chiffres que j'ai regardés, c'est les chiffres très récents d'une étude Gallup qui est sortie au début de l'année sur l'engagement des gens au travail. Et ça fait assez froid dans le dos quand on voit que 13% des Européens se déclarent engagés au travail. Ce qui veut dire que le reste, ils se déclarent soit activement désengagés, soit juste désengagés. À côté de ces chiffres-là, j'ai regardé des chiffres qui sont récemment sortis, alors publiés par AXA, désolé de le prononcer ce mot-là ici, concernant l'augmentation de l'absentéisme au travail. J'ai vu que ça avait tiqué. Depuis 2019, le taux d'absentéisme des cadres a augmenté de 40%. Le taux d'absentéisme des plus de 30 ans a augmenté de plus de 50%. Dans le même temps, quand on interroge cette génération-là sur leur statut vis-à-vis du travail, plus de 50% d'entre eux disent qu'ils sont en ce moment en recherche active ou passive d'un nouveau job. Donc on a des gens qui se déclarent peu engagés dans les organisations, qui, pour le coup, cherchent un ailleurs, ne changent pas forcément tout le temps, parce qu'on n'a pas des taux d'attrition non plus qui explosent partout dans nos organisations, et qui sont fondamentalement pas heureux dans nos organisations. Et je ne vois pas comment, avec des gens peu engagés ou peu heureux dans ce qu'ils font, on va arriver à avoir des gens qui sont performants et qui font des organisations performantes à la fin. Ta question sur le développement personnel, le thème qu'on va traiter aujourd'hui, elle est pour moi éminemment au cœur de ces problématiques-là et ce que disent ces chiffres-là. C'est que notre rôle à nous, c'est de faire en sorte de faire un peu notre part. Sarah le disait tout à l'heure, on ne peut pas tout faire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces personnes-là, nos équipes, à se poser les bonnes questions, à savoir quand ils restent, pourquoi ils restent, et à se poser les bonnes questions quand il faut se les poser pour pouvoir agir et éventuellement évoluer, que ce soit ailleurs ou sur d'autres jobs dans nos entreprises, parce que pour le coup, je pense que si on peut offrir un terrain de jeu rigolo chez Conto comme chez Doctolib, c'est bien l'endroit où à peu près tout est possible en termes de parcours de carrière. Ouais, et je m'interroge parce que je me rappelle quand on avait préparé cette table ronde, tu me parlais d'être conscient. Comment vous arrivez justement à faire ça ? Enfin, déjà, qu'est-ce que tu caches derrière ce terme et comment vous arrivez à faire ça chez Doctolib ? Ouais. Je vais essayer de ne pas être trop conceptuel sur le sujet, mais l'idée c'était de se dire, aujourd'hui, on l'évoquait tout à l'heure, on a très probablement tous fait face ou on fera face à une crise de sens. Quelle est ma raison d'être au travail ou dans la vie, etc. etc. Et pareil, en préparant un peu notre intervention, je me disais, mais je fais le tour un peu de mes amis, des discussions qu'on peut avoir ou des discussions que je peux avoir au boulot. Et en fait, on essaie de faire rentrer trop de paramètres dans l'équation. On veut une vie personnelle et professionnelle hyper épanouie. On veut s'éclater dans son boulot, bien gagner sa vie et en même temps pouvoir continuer à être investi en dehors du boulot. On va avoir un tissu social hyper dynamique et en même temps continuer à défendre des causes au travail, par exemple. En fait, on est toujours face à la quadrature du cercle qui ne nous rend pas heureux à la fin parce qu'on a l'impression de manquer de temps, de ne pas pouvoir faire les choses jusqu'au bout, etc., etc. Et en fait, faire des êtres conscients, et une partie du rôle, en tout cas, que j'imagine être le nôtre dans nos organisations, c'est aider les gens à prendre conscience de ce que sont leurs drivers de motivation, ce que sont leurs forces, mais aussi ce que sont leurs paradoxes et éventuellement leurs contraintes. C'est-à-dire que pour bien définir un plan, il faut en avoir défini les limites. Et quand on a un plan de vie un peu posé, on sait un peu mieux où on va. Et quand on a conscience que, j'en sais rien, je viens d'avoir un enfant, et en fait c'est un bouleversement incroyable dans ma vie, mais c'est aussi une contrainte en termes de temps, contrainte en termes d'équilibre, contrainte financière, peut-être que je ne vais pas me mettre en risque sur d'autres aspects.
ou peut-être que parce que j'ai un enfant, j'ai absolument besoin de pouvoir m'évader et de mettre aussi mon énergie ailleurs, alors je vais avoir besoin de ce regain d'énergie, etc., etc. Et trop souvent, en fait, on fait souvent comme si ces contraintes n'étaient pas là, et comme si il fallait tout donner au boulot, tout donner dans la vie, et ça donne des gens qui sont à la fin très déçus, parce qu'en fait, on court après trop d'objectifs en même temps, et à la fin, on se finit même par se poser la question de après quoi on court, ou qu'est-ce qui a franchement du sens pour moi. Et donc, une de nos questions, c'était quel est notre rôle là-dedans ? Je ne sais pas si on le fait mieux que d'autres chez Doctolib, en tout cas, on essaie. Par des outils de développement personnel, par des frameworks avec des questions qui permettent à toutes les personnes de nos équipes de pouvoir se poser les bonnes questions quand elles en ressentent le besoin. Et faire des êtres conscients, c'est pour moi ça, c'est faire en sorte que pour les maintenir engagés et performants sur le long terme, on puisse les laisser exprimer leur personnalité, leurs forces, et ensuite on essaie de naviguer avec eux et de construire le parcours qui leur ressemble le plus. Si je peux ajouter quelque chose. Avec plaisir. Un peu dans la continuité, parce que j'aime bien le concept de prendre conscience. C'est pas forcément le contre-pied, mais je trouve qu'à contrario, même si on essaye de faire rentrer, je suis complètement d'accord avec toi, un peu tout dans l'équation, il y a quand même malheureusement encore trop de personnes qui ne sont pas conscientes, notamment conscientes de leur potentiel. Potentiel d'évolution, potentiel de développement, vraiment au sens très large. Et je trouve que le développement personnel, typiquement, amène énormément, est très important pour en fait vraiment conscientiser je suis capable de, et c'est en adéquation avec mon projet, et donc je peux y aller. Et je pense notamment à un sujet qui est très très en vogue, mais les femmes dans le leadership, on en parle franchement à toutes les sauces, mais chez Conto, je peux vous dire qu'à chaque fois que je discute avec une femme à un certain niveau hiérarchique, il y a quand même toujours ce syndrome de l'imposteur qui est un peu présent. Et donc, typiquement, là, la clé du développement personnel, elle est hyper intéressante. Ouais, merci. En effet, tu parlais de potentiel. On s'imagine aussi, là, vous avez structuré vos équipes RH pour accompagner justement ce développement en continu et ce développement personnel. On s'imagine que du coup, les managers aussi sont un peu le point d'échauffement et doivent être aussi accompagnés, eux, pour leurs équipes. Comment ça se traduit, justement, Sarah, chez Conto ? Comment vous repensez le socle des compétences des managers ? Comment vous les accompagnez ? Comment vous les formez ? Alors, il y a plein de choses qu'on ne réinvente pas la roue complètement. Je pense qu'il y a plein de choses qui existent, qui sont très très bien. Déjà, il faut se donner les moyens, le temps de le faire. Donc, quand une entreprise se dit « Ah, en fait, c'est très très important de développer les gens chez nous et en plus les managers parce qu'ils ont une pression », déjà, c'est une très belle victoire. Et donc, oui, pas tout réinventer. Il y a des choses assez traditionnelles qu'on met en place sur de la formation classique, en présentiel, en visio à distance. Sur des basiques du management. Donc ça, typiquement, on peut le faire notamment avec Nouma. Après, ce en quoi je crois beaucoup, nous, on a 2 leviers, on va dire, qui sont peut-être un peu plus originaux. Le premier, c'est de proposer potentiellement du coaching assez tôt, c'est-à-dire que le coaching, initialement, était quand même très réservé justement aux leaders, en fait. Aux patrons, aux grands managers. Et en fait, prendre conscience de qui on est, quelles sont nos forces, comment on peut se développer, quelles actions on peut mettre en place très jeune et très tôt dans sa carrière, c'est extrêmement intéressant. Et on essaye de le faire vraiment de plus en plus. Donc même sur des formations premier niveau manager, on a cette double dimension de formation et quelques suivis de coaching pour vraiment pouvoir réfléchir à son rôle et à sa progression. Donc ça, c'est le premier point, le coaching le plus tôt possible. Et le deuxième point, je dirais,
c'est le co-développement. Donc pareil, c'est quelque chose en RH qu'on connaît tous. Mais le co-développement chez Conto, on essaye de le faire passer par les RH. Alors on m'a toujours dit non, c'est pas possible. Les RH doivent rester en dehors de ça. C'est pas leur rôle. Il faut laisser un espace, etc. Moi, c'est pas du tout ma vision. Donc franchement, voilà, hein, chacun a ses convictions. Moi, je pense que vraiment le rôle du RH, c'est au contraire de pas être vu comme celui qui met la mauvaise note à la fin ou la bonne note si besoin, mais qui est vraiment là en support, notamment des managers, pour les aider à progresser. Et donc, on forme nos généralistes RH sur les méthodes du co-développement pour qu'ensuite, ils puissent travailler avec les managers de leur département sur voilà, comment, en fait, on a un problème, je ne sais pas donner du feedback à telle personne. Ok, en fait, on va se poser autour de la table et on va réfléchir à cette problématique. Et donc là, on est typiquement dans du développement continu sur les compétences managériales. Et les managers, alors pour l'instant, on est au niveau c'est très tiré par les RH avec les managers. Et une fois que tout le monde sera passé et aura l'habitude, ça se fera assez naturellement dans les équipes. Ouais. Je pense qu'on n'est pas forcément au même niveau de maturité que ce que Sarah décrivait pour chez Conto, concernant le coaching en tout cas. Parce que nous, on a une problématique très contextuelle, c'est qu'on était 800 avant le Covid, on est 2800 maintenant, donc en 3 ans, et qu'aujourd'hui, on a une cohorte d'à peu près 750 managers, avec une disparité d'expérience, de niveau qui est assez dingue, puisqu'on a des tout jeunes managers qui sont devenus managers pour la première fois chez Doctolib. Près de 50% d'entre eux, c'est ce modèle-là. Hein. Le persona type, c'est un manager promu dans une équipe sales ou customer support dans nos équipes en France, en Allemagne ou en Italie, qui ont tout à découvrir et qui veulent tout apprendre d'ailleurs. Donc on a construit notre Manager Academy autour de ça. D'abord avec un onboarding manager assez solide de 2 jours, où quand on devient manager ou quand on rejoint Doctolib en tant que manager, on passe ces 2 jours-là dans les 3 premiers mois de son arrivée. Et ça lance un parcours managérial qui va durer entre 18 et 24 mois en fonction, encore une fois, des moments où on arrive à se libérer pour avoir du temps dans les différents trainings qu'on met à disposition. Cette première brique d'onboarding, elle vise vraiment à faire acquérir les basiques sur la manière de manager chez Doctolib. Donc c'est très informationnel, ça permet aussi de créer du réseau et de prendre un peu des points de repère sur ce qui est attendu de la part des managers dans l'organisation. Ouais, du coup, vous faites ça par promotion, enfin vous faites un peu un pôle de... Ok. Exactement. On a des promotions qui arrivent, donc les années où on recrute beaucoup et on promeut beaucoup de managers, on peut avoir 3 à 4 cohortes par an d'une centaine de managers. On a fait la dernière la semaine dernière, où là on avait à peu près 40 managers réunis ensemble. On les fait venir aussi à Paris pour qu'il y ait ce networking qui se crée, le sentiment d'appartenance évidemment à l'organisation. Et les membres du top leadership s'investissent beaucoup puisqu'ils viennent en tant que speakers dans ces moments-là. Et donc ce moment-là vient introduire le parcours managérial qui est ensuite centré sur les compétences clés qu'on attend que ces managers puissent développer. Et on attend de ces jeunes managers-là, et encore une fois parce qu'ils sont jeunes, des compétences qui sont les basiques au sens noble du terme du manager. Savoir recruter. Donc on a un programme dédié et on attend que tous nos managers soient formés à comment bien savoir recruter sans biais, comment préparer une scorecard de recrutement, avoir une approche centrée sur les compétences quand on recrute. Agir dans une posture de manager as a coach, avec les différentes bonnes postures pour être un performance coach, development coach, quand on agit en tant que manager. Ça, c'est un programme qu'on vient de finaliser et auquel nos managers commencent à être formés. Et puis, un programme D&I, on en parlait juste avant avec Pamela notamment, qui est un programme qu'on a lancé aussi cette année et sur lequel on veut que l'ensemble de nos managers soient formés pour être sensibilisés et bien sûr pouvoir agir de la bonne manière ensuite avec leurs équipes. Donc tout ce programme-là de 24 mois, il vise à en faire des managers, on évoquait tout à l'heure, je ne sais pas si ça fait des managers plus conscients, mais en tout cas des managers qui peuvent au moins sur les basiques être très performants pour ensuite se développer davantage et bénéficier de ce qu'évoquait Sarah, ce qu'on est en train aussi de développer, qui sont des contenus là non obligatoires, mais à leur disposition. Du co-développement, on a en ce moment une quinzaine de cohortes avec 8 managers qui tournent et qui fonctionnent bien. C'est du pur peer coaching pour le coup, et des contenus additionnels qu'on met à leur disposition tout au long de leur parcours pour qu'ils puissent se nourrir en fonction de leurs besoins là plutôt individuels.
Et du coup, ça me pose la question, parce que là, du coup, c'est vraiment leur arrivée avec un temps de formation qui est dédié. Après, dans leur quotidien de manager, qu'est-ce qui est mis en place au niveau des rituels parce qu'on s'imagine que du coup, ça leur demande aussi plus d'investissement avec leurs collaborateurs. Quelle liberté aussi leur est laissée par rapport à ces rituels-là? Je ne sais pas, Jordan ou Sarah, qui veut prendre la question en premier? Je peux y aller. Alors, sur les rituels, on est une boîte pour le coup qui est très structurée autour de rituels. Des rituels de communication, des temps forts annuels, etc. etc. En ce qui concerne les rituels liés à la performance et au développement, c'est pareil, très marqué. On a un rythme de performance qui est mensuel pour nos équipes sales et customer support, trimestriel pour les autres. Et en fait, ce temps de conversation, parce qu'au-delà de s'imaginer une revue de la performance classique, en fait, c'est un vrai temps fort de discussion entre un manager et son équipe. Il vise à toucher trois aspects différents. Effectivement, faire le point sur la performance réalisée du trimestre passé et se projeter dans le trimestre à venir. Discuter du développement de compétences, c'est-à-dire qu'on a internalisé un petit peu l'évaluation des compétences liées à l'évaluation de la performance. Parce qu'on lie étroitement le fait que pour être performant, il faut développer des compétences et que si je développe mes compétences, je vais être performant. Ça semble tout bête de le dire comme ça, mais en fait, je ne l'avais jamais vu faire dans d'autres boîtes et je trouve que ça marche de manière extrêmement pertinente, en tout cas au quotidien et au regard des problématiques qu'on peut avoir. Souvent, je prends un exemple tout bête sur nos équipes sales qui sont souvent les meilleures en fait, pour faire de développement de compétences en continu. Bah, si je veux signer plus de contrats, il faut que je sois meilleur en hiring, meilleur en closing. Bon, grosso modo, je suis manager d'une équipe sales et je vois qu'en ce moment, c'est un peu difficile. Bah, je vais réinsister sur ces compétences clés-là et suivre mes team members et on the job, essayer de les faire progresser sur ces aspects-là. Bah, c'est tout bête, mais en fait, ce point trimestriel qui permet de prendre du recul permet d'avoir une approche qui n'est pas uniquement, j'en sais rien, quanti ou très quali sur ce qui a été délivré, mais aussi regarder les compétences développées et donc discuter aussi avec le membre de son équipe de ce qu'il a envie de faire, comment il continue à grandir, comment il se projette dans l'organisation, etc., etc. C'est pour ça que je parle plutôt de discussion plus que d'un point qu'on peut dire un peu classique sur la revue de performance. Alors, chez Conto, on a la méthode, pareil, un peu pour la formation des managers, le côté un peu plus traditionnel. Donc, on va retrouver des rituels de discussion, de one-on-one. Alors, on a un cycle de review annuel où on a 2 temps forts donc, dans l'année où on discute vraiment des objectifs, du plan de développement, des compétences, etc. On le fait 2 fois par an et on en a 2 qui sont effectivement plutôt à la carte. Et si nécessaire, si besoin de réajuster, les choses vont tellement vite dans l'environnement start-up, scale-up que c'est important de aussi mettre du rythme et de pouvoir organiser avec un framework assez précis les moments de discussion entre manager et managé. Donc, il y a plein de choses comme ça, ritualisées, mais c'est assez traditionnel. On va retrouver ça dans plein de boîtes. Et franchement, on s'est plutôt inspiré des grands groupes pour mettre ça en place chez Conto. Après, il y a le deuxième versant qui est chez Conto, qui est plutôt liée à notre culture. Donc, il y a une culture très très forte de ce qu'on appelle l'amélioration continue chez Conto. Ça se traduit à plein de niveaux. Déjà, on a défini en fait au moment du recrutement un persona. Donc, au-delà des compétences qu'on va aller pouvoir rechercher sur chacun des jobs et chacun des niveaux qu'on va recruter, il y a vraiment des qualités et des comportements qu'on va aller chercher chez nos candidats. Alors évidemment, on pourrait me dire attention, il ne faut pas recruter que des clones, etc. Oui, mais n'empêche que ça aide. Typiquement, d'avoir l'esprit entrepreneur, d'avoir une capacité de se remettre en question, d'avoir une forte humilité, etc. C'est très clé chez nous. Pourquoi ? Parce que la culture d'amélioration continue, elle est vraiment très présente au quotidien et ça se traduit par, si je prends deux rituels, le premier rituel c'est qu'on fait donc des daily meetings, quasiment 100% de nos managers ont un meeting tous les matins avec leurs équipes pour se dire ok, est-ce que tout va bien ? Première question importante. Quel est l'objectif ? Est-ce que tu as réussi ta journée d'hier ? Oui, non, pourquoi ? Et quel est l'objectif de ta journée aujourd'hui et est-ce que tu as besoin d'aide ? Ça paraît être un détail. Il y en a plein quand ils arrivent chez Conto. Ouais, on n'a pas le temps, etc. On n'arrive pas à la même heure et puis j'ai l'impression d'être fliqué. Franchement, on entend tout. N'empêche qu'à la fin,
tout le monde est hyper content de faire son daily parce que c'est un moment d'échange où en fait on va déjà être très clair sur ce qu'on doit faire et en plus avoir un petit moment de discussion où on peut potentiellement apprendre des choses de ses collègues ou de son manager sur des trucs qui n'ont pas marché. Ça, c'est typiquement, donc nous on appelle ça de l'amélioration continue, mais ça peut être du développement continu. Ah, j'ai pas réussi à closer mon candidat pour telle problématique quand je suis recruteur. Ah, mais j'ai eu la même chose, regarde comment je m'y suis pris, etc., etc. En fait, on va créer cette transversalité et ce partage rien que sur un petit moment de entre 15 et 30 minutes. Souvent, ça dépend de la taille des équipes. En général, c'est plutôt 15 minutes, donc c'est assez court, donc sur ces daily. Après, on a la chance, donc toujours dans cette dynamique d'amélioration continue, on a la chance chez Conto d'avoir un bureau avec un coach notamment en interne qui nous forme en continu sur des méthodologies de travail qui sont inspirées du lean management et qui sont très très puissantes, en tout cas dans notre culture et dans notre modèle de travail. Donc ça va être prendre une problématique qu'on a récurrente et en faire un peu un objectif d'amélioration. Donc je sais pas comment on peut réduire pour atteindre notre plan de recrutement, comment on peut réduire de 30% les offres refusées. Donc on se met cet objectif-là et on se met tous un peu au diapason en équipe en allant consulter d'autres expertises pour pouvoir s'améliorer sur des sujets de fond qui sont souvent des trucs un peu laissés de côté. Il y a un peu souvent dans les boîtes le côté ça, on n'est vraiment pas bon. Mais en fait, est-ce qu'on dédie vraiment du temps pour changer les choses et pour faire en sorte que demain, on ne fasse plus les mêmes erreurs en tant qu'individu et en tant qu'équipe? Et ça, en termes de développement, moi, je me dis, il n'y a pas un jour où je n'ai pas appris des choses chez Conto, de par le contexte, de par mon métier, etc., mais aussi de par cette culture-là. On voit qu'à travers tes propos, le développement personnel en fait nourrit le développement aussi collectif. Du coup, il y a un effet boule de neige qui se crée. C'est quelque chose que vous avez cherché à créer chez Conto ou c'est quelque chose que vous avez observé par la suite et où c'était une bonne surprise? Ah non, alors on a une conviction très forte d'un de nos fondateurs qui a été à la base coaché sur du lead management. Finalement, son coach, on l'a recruté, on l'a mis CTO. Donc on a recruté à la base un CTO qui n'était pas un pur développeur et qui avait le track record classique, mais qui était un coach. Donc rien que ça, pour vous dire la dynamique dans laquelle on a construit Conto, c'est en fait le plus important, c'est en tant que leader, c'est de construire le cadre et c'est d'accompagner, de développer. Donc ce qu'on appelle le people development, ça a toujours été au cœur des préoccupations de Conto depuis le début. Il y a plein de trucs qu'on fait pas bien, mais en tout cas, ça fait partie de notre ADN et ça nous pousse tous les jours à mettre des choses en place dans cette direction. Est-ce que Jordan, tu souhaites ajouter quelque chose? C'est assez marrant de voir aussi parce des tech companies ou des startups créées à peu près en même temps et qui sont sur des trends qui peuvent être hyper similaires et de voir à quel point en fait cette culture du développement elle est au cœur du mindset avec laquelle la culture même de l'entreprise s'est construite. Chez Doctolib, il y a 4 piliers d'action principaux dont le learn fait partie. Et dans le learn, il y a cette logique évidemment d'amélioration continue, mais aussi d'apprentissage pur en se disant que nos compétences, c'est notre passeport pour la vie. Qu'on y reste 2 ans dans cette structure, qu'on y passe 10 ans, le plus important, c'est de continuer à investir sur notre capital, compétences, qui est notre capital individuel pour le coup, qu'il faut faire fructifier parce que c'est encore une fois le passeport pour la liberté, même si je vais un petit peu loin en disant ça, notre capacité à pouvoir changer de métier quand on en aura envie ou à continuer à évoluer, évidemment à performer dans l'organisation. Et cette culture-là, le fait de consacrer du temps à apprendre, c'est quelque chose qu'on nous demande. Et en tant qu'équipe People Development à laquelle j'appartiens, on contribue à faire en sorte que chaque jour, les gens puissent apprendre 3 nouvelles choses. Ça, c'est un peu le credo. Alors, comme on le fait, on pourrait en parler des heures. Mais c'est attendu que chaque personne puisse consacrer 1 heure de son temps chaque semaine en plus de ce qu'il ou elle apprend sur son job
à apprendre, donc à passer du temps en formation, à participer à du peer learning, aller à des conférences si on déploie les conférences. Et c'est pas quelque chose qui sera vu comme une perte de temps, mais on attend que la personne, dans le temps imparti pour travailler, ait pu dédier ce temps-là à apprendre et continuer à développer ses compétences. Je pense à quelque chose qu'on n'a pas évoqué. Et en fait, c'est quand tu répondais, ça m'a fait penser à ça. Je me dis, cette notion de développement continu, il y a un levier qui est très, très fort aussi. C'est la mobilité interne. Et donc, en tant qu'RH, on a un énorme impact, évidemment, sur le sujet. Mais la majorité de ce qu'on développe, on est d'accord que c'est dans notre job. Donc, si on arrive à mettre en place une culture où les gens, on prend des paris sur les gens, on crée des parcours un peu plus originaux, etc., c'est la meilleure manière, et pour rejoindre ce que tu dis, d'apprendre des nouvelles choses, de développer ses compétences et de continuer à développer son employabilité, sa motivation, son engagement, etc. Mais voilà, je pense que typiquement, c'est pas forcément une action learning au sens propre, mais il y a plein de leviers comme ça dans nos métiers RH qui existent et qui permettent vraiment d'instaurer le développement continu chez les équipes. Et alors pour tirer le fil de cette histoire, parce que Jordan, tu parlais de passeport liberté, là on entend mobilité interne, c'est vrai que du coup ça m'interroge sur quels peuvent être les effets de bord aussi justement de permettre tous ces temps de réflexion. On s'imaginait qu'à l'époque on ouvrait la boîte de Pandore sur les missions, l'évolution, le salaire, tu parlais d'équipe sales notamment, mais pour toutes les équipes, une fois par an. Là on entend que vous êtes sur des rituels qui sont trimestriels. Comment Conto, Doctolib se prémunissent aussi de ces risques? Comment vous faites en fait au quotidien aussi pour gérer les attentes des collaborateurs et des managers? La première réponse que j'ai envie de donner, c'est on essaye de pas trop survendre les choses et on essaye aussi de cadrer, c'est-à-dire que quand on arrive chez Conto, on essaye de pas promettre plus que ce qu'on a concrètement mis en place. Ce qu'on prévoit de mettre en place et aussi les chiffres. Le nombre de promotions, le nombre d'augmentations, etc. C'est des chiffres, c'est concret. Voilà, le nombre de trainings. Là, on est en pleine période on va dire, d'événements annuels, de conférences, etc. pour nos équipes. Et dans la partie RH, on communique sur le premier semestre, on a déjà investi X milliers d'euros en learning, il y a X nombre de personnes qui se sont fait former, etc., etc. C'est important que les gens le sachent. Ça ne veut pas dire que tout le monde y passera. Après, il y a des règles très précises qui sont aussi hyper bien communiquées. Je ne sais pas si tu veux rebondir et le temps que je réfléchisse aussi un peu à la question en même temps. T'en fais pas. Moi, j'ai pas peur trop des effets de bord, honnêtement. Je pense que si le sujet doit venir, il faut qu'il vienne. Il y a une manière de s'en prémunir et de faire en sorte que ça arrive soit au bon moment, soit dans le bon cadre. Je te le disais tout à l'heure, je pense qu'on est une boîte avec des rituels assez forts qui permettent de circonscrire un petit peu ça. C'est-à-dire que nos équipes, elles savent vraiment qu'il y a un moment dans l'année où on discute de la période des augmentations, il y a un moment dans l'année où se passent les mobilités et qu'il y a ces temps forts trimestriels où on discute de la performance, du développement. Il se trouve qu'on a ajouté cette année un temps dédié au développement une fois par an pour faire en sorte qu'il y ait une conversation complètement décorrélée du reste qui soit centrée sur le plan de développement des équipes. Après, en ce qui concerne le fait d'en venir, de parler de choses et d'autres dans tous ces moments de discussion, j'ai envie de dire presque heureusement. C'est-à-dire que dans beaucoup de boîtes, des gens n'osent pas évoquer ces sujets-là et finissent des fois par partir sans avoir posé sur la table les choses qui les gênaient, les questions qu'ils avaient, etc., etc. Donc si on arrive à générer, par le fait de générer régulièrement des conversations, tu parlais des daily tout à l'heure chez Conto, je pense qu'on a créé quelque chose d'un petit peu nouveau qui permet aux personnes d'aborder les sujets soit qui fâchent, soit encore une fois des sujets qu'ils n'abordaient pas auparavant. Et donc, moi, ça ne me fait pas peur. Le seul truc, c'est qu'il faut équiper nos managers pour être à l'aise avec ces conversations-là. C'est OK de ne pas savoir. Il faut aussi, ça les met en position aussi de se challenger sur le niveau qu'ils doivent pouvoir délivrer pour pouvoir aussi challenger nos équipes. Et moi, je le prendrais plutôt comme une chance. C'est-à-dire que si on a des équipes qui nous challengent,
c'est qu'elles ont de l'ambition pour elles-mêmes. Et il se trouve qu'on est, je pense, dans des cadres assez exigeants sur lesquels on veut pouvoir trouver aussi des gens qui répondent à notre niveau d'ambition et qui nous suivent dans cette aventure-là. Et donc, pour moi, c'est un petit peu donnant-donnant. Ils nous challengent régulièrement, à nous de savoir aussi les challenger et de leur expliquer comment on fait les choses. Je pense que je suis complètement alignée avec ce que tu viens de dire. Pour rebondir aussi sur ce que je disais tout au début avec ces ERG, donc les Employee Representative Group, c'est typiquement un moyen de dire aux équipes, c'est génial, vous avez des attentes incroyables, allez-y, qu'est-ce que vous proposez ? Et je pense que pour limiter un peu l'effet de bord, c'est ça qu'il faut avoir comme démarche. Le côté attentiste peut être un peu dangereux, surtout quand on est dans des entreprises comme les nôtres, où franchement, c'est quand même caviar, quoi. Enfin, vraiment, il y en a beaucoup qui nous disent quand les jeunes démarrent chez vous, après, c'est un peu dur quand même pour atterrir. Et c'est vrai, franchement, quand on compare, on investit beaucoup de temps, d'argent, de moyens, de tout sur les people, ce qui absolument rend nos jobs incroyables. Mais donc je pense que de faire attention à ce que les gens ne soient pas trop attentistes. Ouais, ça c'est vraiment et être proactif. Mais c'est sur tous les sujets. Tu trouves que la boîte n'est pas assez bonne sur les sujets diversity. Ok, c'est quoi ton plan ? Qu'est-ce que tu proposes ? Tu veux travailler sur le sujet ? Vas-y. Tu trouves que t'es pas bien payé ? Ok, mais pourquoi ? Tu te bases sur quoi ? T'as fait ton analyse ? Où est-ce que t'as tes points de données, etc., etc. Parce que si tu crois que je vais arriver avec 3 pages d'analyse de données pour expliquer par A plus B que... En fait, comment... Voilà. Oui, j'ai pas bougé depuis 3 ans, j'ai pas changé de job. Ok, tu veux faire quoi ? Est-ce que t'as rencontré des gens ? Est-ce que tu connais les métiers ? Voilà. Vraiment de renvoyer la balle sur comment la personne prend en main sa carrière et son développement aussi. Tout ne peut pas venir de l'entreprise. Alors justement, du coup, la question va être un petit peu bizarre, mais je l'assume. Est-ce que vous avez quand même mis en place des outils, des méthodes pour pousser les managers et les collaborateurs à se poser ces questions-là par eux-mêmes, sans forcément avoir le miroir RH qui vient derrière ? Typiquement, des outils, on a les reviews dont on parlait, où il y a vraiment des questions... sur où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu penses que tu vas développer. D'ailleurs, c'est intéressant. Sur la dynamique, et c'est assez classique, mais on pose toujours les questions d'abord aux salariés et ensuite il y a la revue avec le manager. Donc ça veut dire qu'on demande vraiment à la personne de réfléchir sur soi-même avant de provoquer cette discussion. Ça existe, c'est le truc assez classique, hein. Mais du coup, oui, je pense qu'il y a les moments de discussion formels et puis après, nous, on va avoir le levier comme le coaching ou les formations. Dans les formations managers qu'on peut faire avec l'UMA, il y a toujours une phase un peu d'introspection pour savoir où j'en suis, qu'est-ce que je veux, etc. etc. Donc, sur n'importe quel sujet, oui, il y a toujours un peu cette phase-là de questionnement. Je reprendrai ce que disait Sarah sur l'introspection. On a essayé justement dans le cadre des entretiens de développement dont on parlait tout à l'heure, de proposer un cadre pour que tous les membres de nos équipes puissent se poser les bonnes questions s'ils en ont besoin, ils en ressentent le besoin et s'ils en ont envie. Parce qu'encore une fois, parler une fois par an de son plan de développement ou de son projet, c'est OK si on a envie de se projeter. Parfois, on est très bien dans son job et comme je le disais tout à l'heure, on se pose probablement des fois trop de questions et des fois juste se dire en fait je suis heureux là et ça se passe très bien, tout va bien, continuons comme ça surtout. Par contre, il y a à disposition ces outils-là. Donc on a fait un kit de questions, comment aider la personne à bien définir sa boussole personnelle, prendre en compte ses contraintes, les définir, etc. etc. Et puis régulièrement le mettre à jour, puisqu'encore une fois, ces contraintes, elles peuvent évoluer, au service, encore une fois, de discussions qui sont plus matures. Donc je ne sais pas si on les aide, par exemple, à arriver de manière plus mature sur les questions d'augmentation ou de promotion, parce qu'il y a toujours des aspects émotionnels sur ces discussions-là. Par contre, en ce qui concerne leur plan de développement et les aider à se prendre en main pour être les acteurs de leur évolution, je pense qu'en tout cas, on fait en sorte de créer les conditions pour que ça arrive. Après, je rejoins Sarah, la petite impulsion, le petit déséquilibre qui est nécessaire pour se mettre en mouvement, on ne peut pas trop les pousser dans le dos. Donc à un moment, il faut se lancer surtout. Merci. Est-ce que ça vous va si maintenant on passe aux questions-réponses ? Ouais, ça vous va. Alors j'interroge d'abord la salle. Est-ce que parmi vous, il y a certains qui ont une question ? Oui, je me déplace. J'arrive jusqu'à vous. Merci. Bonjour. Ma question, elle est pour Jordan.
J'ai écouté attentivement tout ce que vous mettez en place. Je trouve ça super intéressant. Il y a quand même un truc que je ne comprends pas. Oui, c'est vrai. Parce que vous avez dit tout à l'heure, si j'ai bien écouté, que l'employé moyen reste 2 ans et demi à 3 ans. C'est ça? Alors du coup, je ne comprends pas. Parce que 2 ans et demi, 3 ans, je ne connais pas trop la tech, mais ça ne me semble pas énorme, surtout au vu du grossissement de l'entreprise. C'est-à-dire, théoriquement, en mobilité interne, on pourrait aller partout. Et vous mettez un investissement vraiment substantiel sur le développement des managers. Mais alors, pourquoi les gars, ils partent? Comment évaluez-vous... Non, mais sincèrement, je ne comprends vraiment pas. Comment évaluez-vous, en fait, ce que vous leur... parce que moi, je suis dans la formation, donc je sais de quoi je parle. Comment évaluez-vous, en fait, la mise en application de ce qu'ils apprennent en salle de formation sur le terrain? Est-ce qu'il y a des évaluations 360? En fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc que je ne comprends pas. Et donc, est-ce que vous faites des entretiens de départ? Et auquel cas, qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi ils partent? Parce que c'est une belle boîte avec une belle marque employeur, mais n'empêche qu'ils partent quand même. Et ça, je ne comprends pas. Merci. Merci pour votre question. Je pense qu'il y a une partie... Oui, il y a plein de questions, mais j'ai plein de réponses, j'espère. Il y a un truc que vous avez dit qui est intéressant, c'est qu'il y a une partie de ma roadmap dans ce que vous avez dit. Donc, bien entendu que ce qu'on veut, en tout cas... ce qu'on essaie de mettre en place, c'est aussi davantage de revues 360 qui permettent d'avoir une évaluation de la performance qui soit pas uniquement centrée sur la relation manager-membre de son équipe, pour évaluer les managers entre eux, déjà, par leurs équipes, etc. Et pour que les équipes aussi se donnent davantage de feedback, ça c'est le principal. En ce qui concerne l'analyse sur l'attrition, je pense qu'en fait, que, paradoxalement, à peu près 36 mois dans la tech, à l'échelle de 10 ans chez Doctolib, en fait, c'est déjà beaucoup. Et que si on partageait nos tas d'attrition avec Sarah, on serait probablement très proches. Et qu'en fait, il faut imaginer le monde du travail dans la tech, qui plus est sur les 3 dernières années, je replace ça dans le contexte, comme étant une période qu'on n'a quasiment jamais connue. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler qu'il y a 18 mois, les salaires pour des recruteurs étaient dithyrambiques. Il y avait un mercato incroyable pour recruter des gens qui recrutent. C'est plus calme maintenant, mais c'était hyper dynamique. Donc vous rentrez dans une entreprise et même si vous y étiez bien, potentiellement, 2 mois après, on vous proposait beaucoup plus pour rejoindre une autre. Donc il y a aussi ce dynamisme-là qui explique le départ des gens. Après, pour répondre à une partie de votre question sur est-ce qu'on mesure le ROI de l'investissement qui est fait dans la formation, j'irais probablement assez mal. J'ai toujours pas trouvé, pour le coup, de benchmark d'entreprises qui savent le faire très bien. On cherche et on essaie de s'inspirer, évidemment qu'on le fait, puisqu'on y investit beaucoup d'argent, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. On essaie quand même de regarder l'impact que ça a sur l'engagement à long terme de nos équipes et évidemment l'attrition. Aujourd'hui, on suit, par des questionnaires toutes les 2 semaines, l'engagement de nos équipes. Ce qu'on sait, c'est qu'on est dans le top 5% des entreprises tech sur ces taux d'engagement. Donc c'est une donnée d'entrée, ça nous permet de suivre notre évolution sur le temps long. Mais pour être honnête sur notre capacité à bien mesurer l'impact que peuvent avoir au quotidien nos formations, aujourd'hui je pense que c'est assez limité. Pour nos managers, je pense qu'on peut le voir avec les feedbacks que leur font leurs équipes. Et donc là on le voit, les taux d'engagement par équipe, l'évolution de... Je n'ai pas de difficulté pour rencontrer certains managers sur le temps long et on voit s'il y a ces évolutions-là. Pour le reste, on apprend en marchant et je suis preneur de toute bonne pratique sur l'impact de la formation, bien entendu. Non, alors je pense que, juste pour rajouter, parce que je pense qu'on est... est-ce que les gens partent pour des questions uniquement de salaire? Non. Non. Mais si je peux me permettre, juste sur ce chiffre, parce qu'on est à peu près dans les mêmes, sur les mêmes chiffres justement, il y a plusieurs choses. Dans la tech, ça va très vite, on a grossi très vite. Donc, chez Conto, 50% des gens ont moins d'1 an d'ancienneté. D'accord ? On approche les 1300. Donc, en gros, 2 ans et demi, c'est déjà beaucoup par rapport à ce que disait Jordan. Deuxièmement, on est dans des organisations qui vont très vite. Il y a vraiment des tracks de carrière qui sont extrêmement rapides.
Et on est dans des environnements extrêmement apprenants. Et on est plutôt dans des boîtes Econto et Doctolib qui ont bonne presse sur le marché. Donc, les gens se font aussi énormément chasser. C'est-à-dire qu'on est quand même un peu... Alors moi, j'ai démarré chez L'Oréal. L'Oréal est connu aussi pour ça. C'est un peu l'école du marketing. C'est un peu... en fait, sur des scale-up comme les nôtres, c'est exactement la même chose. Les gens viennent énormément chasser. Et on est quand même dans un secteur hyper compétitif où les gens ont des opportunités, etc. Et mine de rien, on est dans des structures pyramidales. Donc, tout le monde ne sera pas des RH. Il y en aura un. Du coup, à un moment donné, voilà. Donc, forcément, les gens viennent, sont très contents. Pareil que Doctolib, le taux d'engagement est hyper élevé, mais les gens partent quand même. Parce qu'opportunité de carrière, parce que voilà. Et peut-être pour prolonger un petit peu parce que vous m'avez demandé si on faisait les entretiens de sortie. On les fait et on a des chiffres qui sont hyper intéressants. Parce que je pense qu'il faut les mettre en perspective aussi d'entreprises complètement différentes pour le coup. Aujourd'hui, donc on le fait systématiquement. Donc un offboarding qui est réalisé avec un entretien de sortie avec le HRBP de la personne qui part. 25% des départs sont liés à des problématiques dites de career evolution. Je n'ai pas trouvé le prochain job chez Doctolib qui pouvait me plaire. Ces chiffres-là, c'est des chiffres de début d'année. On a analysé notre taux de mobilité interne en 2021 et 2022. Ce taux de mobilité interne, il était autour de 22% si on prend toute l'entreprise. Il montait à 35% si je prenais les collaborateurs arrivés depuis plus d'un an. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que grosso modo, quand on parle de ces taux-là, Sarah comme moi, on a été dans des grosses organisations, ce n'est pas des trucs qui sont comparables avec des grosses entreprises. C'est normal, ils n'ont pas les mêmes enjeux, etc., etc. Mais la réalité, c'est que les membres de nos équipes passaient 1 an dans leur job, et on pourrait même se demander si c'est vraiment des jobs, ça fait presque une mission en fait, 1 an. Eux considèrent avoir fait le tour. Nous, on considère qu'en tout cas, pour avoir des organisations qui veulent rester sur le temps long, c'est aussi important de rester un peu de temps dans son job. On n'est pas en train de dire 3 ans ou 5 ans dans le job, mais consolider des acquis, c'est hyper important. Et c'est là où j'en reviens à mon sujet de départ sur faire des gens aussi plus matures et plus conscients. C'est se dire que pour développer des compétences, il faut rester un petit peu de temps, en fait. Des fois, refaire, c'est faire mieux, c'est consolider. Et c'est là où, en fait, on se heurte aussi à la jeunesse, l'énergie et l'envie d'évoluer très vite, sur laquelle, pour pouvoir l'accompagner, on a besoin de managers plus conscients, plus matures, et que c'est aussi pour ça qu'avec toute humilité, on construit ces académies ou ces programmes managériaux pour aider ces managers à grandir avec l'organisation. Encore une fois, on a les managers qui sont le reflet de nos équipes, 32 ans de moyenne d'âge chez Doctolib. La moyenne d'âge de nos managers, elle est très très proche de celle-là. C'est-à-dire qu'au mieux, ils ont 1 expérience et demie de manager. Donc, c'est très contextuel, et c'est pour ça que votre question elle est extrêmement intéressante. C'est que il nous faut trouver aussi des manières de mesurer le ROI de la formation à l'aune du contexte qui est le nôtre, avec des recrutements hyper nombreux dans les 3 dernières années, une croissance extrêmement rapide de toutes nos équipes, et notamment de nos managers. J'espère que ça répond à votre question. Et du coup, je vous propose juste de passer une question qui nous a été posée dans le chat. Donc là, on entend que Conto et Doctolib, vous êtes des sociétés qui sont bien structurées. Si aujourd'hui, vous aviez des conseils, des petits pas pour une entreprise qui démarre, qui aurait une équipe RH réduite, sur quoi vous mettriez votre focus pour développer cette culture du développement personnel, évidemment? Alors moi, je ferais déjà me focaliser sur les managers. C'est déjà un choix à faire au départ. Et externaliser. Passer par Nouma, par exemple. J'ai eu la chance d'être le premier DRH d'une toute petite boîte et je me suis posé exactement cette question-là. Sous contrainte financière, en essayant d'aller récupérer le maximum de subventions qu'on pouvait avoir des OPCO, etc., etc. Et ce que dit Sarah est extrêmement juste, c'est-à-dire que je vous parlais de 750 managers chez Doctolib tout à l'heure, là je devais en compter 10. Je me disais comment ces 10-là j'arrive à les animer. J'avais beaucoup envie de faire des choses moi-même et on sait aussi qu'à un moment il y a une vertu à externaliser. Le premier truc que je ferais, c'est de bien définir ce qu'on attend du manager. Et très souvent,
En fait, on croit que parce qu'on dit manager, c'est un statut. En fait, c'est plus que ça. C'est un vrai métier. Et que je pense qu'il y a des manières de manager un petit peu différentes en fonction des organisations. Et qu'avoir défini les attentes, et ça peut être encore une fois, je reviens au basique, au sens noble du terme, des attentes vis-à-vis du manager, c'est ultra important. D'une part parce qu'on va les évaluer un petit peu là-dessus. D'autre part parce qu'on peut dire aux équipes, voilà ce que vous pouvez attendre de votre manager. Et ça, c'est ultra important de l'avoir posé. Et sur la base de ça, pas leur faire de fausses promesses sur la base desquelles on va pouvoir... Et si on peut le financer, effectivement, externaliser le plus possible pour rester focus, parce que tu évoques une problématique d'une petite entreprise, j'imagine que le RH ou la personne qui s'occupe des RH dans cette organisation a plein de choses à faire. Entre autres, s'occuper du développement des managers et de la formation. Donc plus on peut se faire aider d'experts, mieux c'est. Et il y a plein de solutions qui sont faciles à trouver pour soit faire des cohortes mélangées entre structures, soit imaginer des modalités de financement qui sont originales pour pouvoir parvenir à sa fin. Mais ce qui est important, c'est de le faire. Et en fait, la plupart du temps, c'est quand même un sujet qu'on remet à plus tard en se disant on va apprendre de job, on les accompagnera au fur et à mesure, et on n'y consacre forcément pas assez de temps. Et petit tip, si vraiment il n'y a pas de budget, parce que ça arrive, et effectivement, moi aussi, j'ai démarré chez Conto, on était 40, et voilà, il n'y avait pas de budget sur la partie training au tout début. Vous avez la possibilité de faire du MBTI en ligne. Déjà, faites du MBTI en ligne, débriefez en équipe, organisez un déjeuner. Faites intervenir quelqu'un dans votre réseau que vous connaissez pour parler de son expérience en tant que manager, etc. Après avoir évidemment défini ce que vous attendiez. Expliquez, présentez à vos managers. Voilà, nous avons travaillé sur ce que nous attendons de nos managers et quelle est notre vision du management dans notre boîte. Tout ça, ça ne vous coûte pas grand-chose et ça peut avoir un énorme impact.